Donc bonjour à tous. Euh, Bonjour. Au nom de la Team France Export, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette nouvelle session des rendez-vous Viti Export vins et spiritueux que nous organisons en partenariat avec vos interprofessions viticoles. Comme vous le savez, je suis Catherine Machabert, responsable des marchés viticoles à la direction internationale d'ADOC, l'Agence de développement économique de la région. Et donc, je parle au nom de la Team France Export, Business France SCI, BPI et Région, membre fondateur de cette Team France. Des consignes habituelles, Philippe écoute, vous l'a dit, la séquence va être enregistrée. Nous vous transmettrons en replay, mais également la présentation de ce webinaire qui vous sera adressé par la suite. Vos micros et caméras doivent être coupés, ce sera plus facile. Sinon, nous nous permettrons de le faire pour vous. Vous pouvez poser vos questions via le chat, on les relaiera au prix des intervenants et si nous n'avons pas le temps d'y répondre, on le fera ultérieurement individuellement. La séquence est quand même assez dense. Juste un petit mot, donc les rendez-vous Viti Export, je le rappelle, en chaque début de session, sont 3 temps forts dans l'année qui sont consacrés à l'international, spécifiquement dédiés à vous, aux entreprises viticoles, sur des sessions de 2 jours avec un atelier webinaire thématique. Donc, nous sommes là ce matin. Et puis des rendez-vous individuels avec les développeurs export de la team qui sont entièrement à votre disposition et que vous sollicitez en amont en exprimant votre problématique et vos besoins en matière d'export. Donc aujourd'hui, on rentre vite dans le vif du sujet. Le thème du webinaire est ambitieux, où exporter en 2025, toujours à la lumière des 3 salons internationaux phares viticoles qui ont eu lieu en début d'année, Millésime Bio, Wine Paris et Provine. Donc la question reste quand même délicate, hein. Nous connaissons tous le contexte actuel qui touche notamment les États-Unis, hein. La nouvelle est tombée cette nuit, donc les produits européens seront taxés, auront des droits de douane à 20% en direction des États-Unis. Les vins et spiritueux sont bien entendu touchés, français. Des réunions donc, de crise vont être actuellement organisées, et notamment cet après-midi, la filière va être reçue, comme d'autres filières touchées, hein, par cette annonce du président Trump, donc cet après-midi avec le président de la République. Nous savons aussi que le marché de la Chine est très contrasté. Nous connaissons les difficultés que représente la Russie, notamment pour nos spiritueux et notre armagnac. Et c'est des marchés importants pour nos vins et spiritueux. Donc, on sait que l'impact des enjeux géopolitiques et les conséquences de la période Covid sur les économies des pays sont des facteurs limitants d'ouverture ou de stabilité des marchés. Donc, on va être honnête, on va être transparent. Nous ne pourrons aborder tous les marchés en 1h30. Répondre aussi à la question de où exporter en 2025 dépend de nombreux facteurs qui sont aussi liés à vous, à votre positionnement, votre entreprise, votre maturité sur l'export, votre offre, vos produits, votre volonté d'exporter. Et donc, du coup, sachez que nous sommes à votre disposition, tous les développeurs export de la team France Export. À chacun d'entre vous par la suite pour des entretiens et des points conseils au cas par cas. Donc le webinaire sera articulé ainsi. Dans un premier temps, je ferai une analyse chiffrée, l'analyse des chiffres export de l'année 2024 pour les vins de la région Occitanie. Puis plus largement, une analyse pour les vins français sera faite avec Business France, hein, et Adrien Boussard présent. Ceci permettra quand même de donner un éclairage sur les marchés et ceux les plus intéressants, les plus dynamiques, les plus porteurs, à l'appui de ces chiffres sur 2024 et l'évolution aussi. Puis, on présentera les cartes d'identité rapides hein, des 3 salons précités. Et nous avons la chance d'avoir une entreprise régionale et un importateur irlandais qui a participé à ces 3 salons et qui pourront aussi nous donner certains éclairages. Et enfin, il sera exposé un focus sur 2 marchés. C'est un parti pris. Nous avons pris ce parti de vous présenter 2 marchés. Le marché vietnamien, pardon, et le marché danois qui sont actuellement 2 marchés intéressants et dynamiques, et qui peuvent être importants effectivement pour nos produits et nos vins de la région. Donc, je vais commencer par la première partie sur les chiffres export. Excusez-moi.
avec donc un état des lieux de nos exportations, des exportations Occitanie. Cette analyse, elle est issue des douanes françaises. Ce sont des données qui nous sont transmises par Business France et traitées pour la région Occitanie par ADOC, en l'occurrence par Guillaume Roy, présent ici aussi lors de cette séquence. Donc là, on a la situation globale. C'est une présentation des chiffres en volume et en valeur de nos exportations. Donc on voit qu'on est au-dessus on est presque à 3 millions d'hectolitres de vin AOP et IGP, puisque ce sont des chiffres uniquement AOC, AOP et IGP qui sont recensés par les douanes. Après, les vins de France ou autres catégories, on ne peut pas les analyser au niveau régional. Et pour près de 1 milliard d'exportations, même si on ne les atteint pas en 2024. La part des vins d'Occitanie parmi les exportations françaises en 2024 se situe autour de 29%, 30% en volume et 8,6% en valeur. Bien entendu, le ratio des exportations d'Occitanie est inférieur en valeur est inférieur au ratio en volume, mais cela s'explique principalement par le poids des vins effervescents et notamment les champagnes qui représentent quand même 40% de la valeur des exportations françaises pour seulement 21% du volume. Donc nous voyons l'évolution des exportations par rapport à 2023, ainsi que par rapport à 2020, qui est une année qui était l'année du Covid. Donc, les exportations, l'évolution des exportations de nos vins, je vais dire de nos vins, est proche de celle de l'ensemble des vins français, comme vous pouvez voir sur les chiffres. Dans le tableau, évolution des exportations mondiales, France et Occitanie. Et sur 5 ans, effectivement, les exportations d'Occitanie ont plus baissé, largement plus que les exportations totales françaises. Là aussi, l'effet des effervescents, avec une progression très forte en volume depuis 2020, explique cette différence. On voit toutefois que la baisse en volume est supérieure à celle en valeur sur cette période de 5 ans, ce qui dénote notamment d'une valorisation de nos produits, même si on sait qu'il y avait aussi un effet inflationniste qui est une explication. Maintenant, si on analyse les courbes qui sont un petit peu tassées sur cette diapositive, mais on voit quand même l'évolution depuis l'année 2020. Donc, on a eu un rebond, comme on l'a souvent dit, en 2021, post-année 2020 Covid, où en volume, tout comme en valeur, les exportations, nos exportations ont augmenté. En revanche, effectivement, ça diffère un petit peu en valeur, puisque en 2021 et en 2022, les valeurs de nos exportations ont augmenté sur 2 ans et pas uniquement sur 1 an, euh, sur la courbe bleue en volume. Euh, voilà. Mais comme nous avons pu le voir sur le tableau de la slide précédente, avec une baisse des exportations en valeur de 2% et de 6,6% en 2023, le milliard d'euros de vente n'a pas été atteint concernant la valeur. Si on regarde maintenant, c'est une analyse un petit peu plus détaillée sur nos vins par SICO, c'est-à-dire par AOP, la différence entre les AOP et les IGP. Bon, bien entendu, c'est corrélé avec notre production, hein, la production totale d'Occitanie. Nous n'avons que les chiffres 2023. C'est difficile de faire des comparaisons production-exportation sur les mêmes années, puisque ce ne sont pas forcément les mêmes millésimes qui partent sur les marchés export, les mêmes millésimes de l'année en cours, notamment sur les rouges. Mais les IGP représentent environ 79% de la production des vins sous IG de la région, ce qui est en cohérence avec les exportations qui sont à 84,48% sur l'année 2024. Et la proportion de nos AOP des exportations donc s'élève à représente 15,52% de nos exportations.
Et on a le chiffre en détail de l'évolution 2023-2024. Je ne commente pas les chiffres bruts, hein, c'est aussi ces tableaux sont détaillés pour vous permettre après de les analyser puisqu'on vous envoie la présentation. Donc on a une baisse de nos exportations en volume et en valeur un petit peu plus importante au niveau des appellations, des AOP, que des IGP. Maintenant, nous allons regarder. Est-ce que ça s'affiche bien pour vous? Vous Non, me il dites, manque hein, moi les données. je le vois, je suis désolé, excusez-moi. C'est bon, On va essayer de trouver. c'est reparti. Ah, moi, ça s'affiche pas chez moi. Alors, Hum, Vous me dites, hein, si ça marche. il y a un petit effet de transition, je pense qu'il faut patienter. Assez vite. Alors, je vais me permettre, hein, du coup, de présenter un peu cette slide sur laquelle on a voulu un peu vous montrer les évolutions de la part, si on peut dire ainsi, des exportations d'Occitanie par rapport aux exportations françaises. L'idée, et on le voit un peu sur le graphique à droite, si vous On le ne voit voyez. pas Guillaume. on le voit pas en fait, hein, Guillaume. Vous le voyez pas, d'accord. Non, Bon, on voit qu'un l'idée, camembert, me d'accord, mais semble-t-il. c'était de vous dire que en 2024, les exportations d'Occitanie, elles ont représenté un tout petit peu plus de 29% du total des exportations françaises au niveau mondial, et que ce chiffre, il est en baisse depuis 2020. On était à peu près à 34% des volumes exportés de vin au pays IGP qui étaient des vins de la région Occitanie. Et aujourd'hui, nous sommes à 29%. Si on le compare aux autres bassins viticoles français, à noter que y en a certains qui sont en augmentation, hein, depuis 2020, donc toujours depuis 5 ans, hein, notamment la Loire, la Bourgogne et la Provence. D'autres sont en baisse, un peu comme nos vins de la région. On note notamment que le Beaujolais est à moins 30% d'évolution par rapport au reste des appellations françaises. Le Bordeaux à moins 5,50%. Et si on se concentre sur nos bassins régionaux, dans le Languedoc-Roussillon, c'est une évolution sur 5 ans par rapport aux autres vins français qui est à moins 13,8% et à moins 12,2% si on se concentre sur le bassin du sud-ouest. Vous me dites, hein, si On va essayer de vous refaire voyez. passer le diaporama, oui. Donc voilà, donc là, effectivement, la slide précédente qui ne s'est pas affichée était sur la baisse de la proportion de nos exportations sur l'ensemble des vins français. Et Guillaume a expliqué, a commenté les bassins de production français qui progressent plus en proportion, dans la proportion des exportations françaises, et celles, tout comme nous, Beaujolais et Bordeaux, qui diminuent. Dans la place, hein, des exportations françaises. C'était cette slide. Là, nous sommes sur le top 10 maintenant des marchés export des vins d'Occitanie. Donc là, très important puisque c'est l'analyse des marchés qui marche. Donc là, nous sommes sur le top 10. La slide suivante, c'est pareil en volume. D'accord. Je vous demande juste un petit instant. Je vais arrêter le partage et je vais partir sur un autre document. On va en avoir pour une petite minute, hein. Hop. Donc, on verra la slide, excusez-nous de cet incident technique, comme ça peut arriver lors de webinaires. Mais je vais avancer pour pas perdre de temps. Donc, la slide sur le top 10 des volumes. Il y a 4 pays qui concentrent plus de 50% des exportations de notre région en volume. Ce sont l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, qui sont donc tous des marchés de proximité. Voilà, si tu peux, c'est bon. Ouais, Parfait. si. Ok. Voilà, donc Allemagne, Belgique, Pays-Bas
Royaume-Uni, marché de proximité. Puis après, nous avons en volume les États-Unis, 8% de nos exportations, et le Canada, donc le bloc Amérique du Nord, qui vient en cinquième et sixième position. Puis la Suisse, qui a nettement augmenté, qui a pris des places, notamment au Japon. Puis la Suède et la Chine, qui est effectivement passé en dixième position. Donc, on a sur notre top 10 des marchés export, on a 6 marchés de proximité, 4 dans l'Union européenne, 2 hors Union européenne, et 4 marchés grand export, 2 la zone Amérique du Nord et 2 Asie. Sur la slide suivante, qui est un peu dense, mais vous aurez les chiffres comme ça, c'est sur 5 ans l'évolution en volume des marchés. Donc nous avons là entre 2024 et 2023, donc sur la dernière année, 5 marchés qui sont en augmentation. Donc aux États-Unis, avec une augmentation de presque 11% de nos exportations en volume. Bon, on note quand même, puisqu'on fait une analyse tous les 3 mois, une très forte hausse en fin d'année. C'est l'effet notamment de l'annonce de ces fameuses taxes Trump. Le Japon qui progresse de plus de 11%, la Suède et la Belgique, et l'Allemagne qui est à peu près stable. Concernant d'autres fortes hausses en volume qui sont hors de notre top 10, nous avons des marchés très intéressants qui ont accueilli de nombreux vins de notre région, qui sont la Norvège avec une augmentation de 114% et la Thaïlande. Donc le top 10 reste stable, c'est toujours les 10 mêmes pays depuis 2020, mais l'ordre des marchés a évolué puisque la Chine, qui était septième marché en 2020, est désormais dixième. Elle est dépassée par la Suisse, le Japon et la Suède. Et seules la Suède et la Belgique enregistrent une progression sur 5 ans. Voilà. Quand on passe aux valeurs maintenant, le top 10 des exportations est bien entendu similaire à celui en volume, avec toutefois une importance plus importante du marché américain, qui donc en valeur devient notre deuxième marché. C'était 8% des volumes, mais 13% de la valeur. On le sait, le marché américain est un marché qui valorise nos vins. Et effectivement, l'annonce de cette nuit crée de nombreuses inquiétudes. Dans le top 11, le top 11 à 20 aussi, qui représente sur les 20% autres pays. Nous sommes à peu près, on était à 19%, les autres pays représentaient 19% l'année dernière des destinations de nos exportations. En volume, c'était la même chose, 18%. Donc dans ces pays, à noter donc des pays aussi intéressants, qui représentent la moitié de ces 20%. Nous avons le Danemark, l'Irlande, l'Australie, la Corée du Sud, l'Italie, le Luxembourg, l'Espagne, la Pologne, la Lettonie et la République tchèque, qui sont donc des marchés vers lesquels nous exportons aussi nos vins et qui font partie de ces autres pays hors du top 10. Donc voilà en valeur, la même graphique en valeur, avec 3 pays en augmentation, États-Unis, Japon et Suède. Les marchés asiatiques, qui étaient quand même la moteur de croissance de la consommation avant la période Covid, repartent, excepté la Chine, bien entendu, avec des augmentations de nos exportations sur la Thaïlande, le Japon et Hong Kong. Et comme en volume, la Chine est le marché export en valeur qui a le plus reculé. Maintenant, nous allons faire nous voyons un focus sur la part de nos exportations sur les exportations françaises. Guillaume vous a présenté la part totale, ce qui est de 29% sur tous les pays en 2024. Mais nous avons, pas des parts de marché, mais en tout cas les exportations, la part Occitanie sur la part des exportations françaises dans l'ordre décroissant. Nous exportons, nous faisons partie donc du bassin qui exporte le plus parmi les bassins français aux Pays-Bas,
qui est de l'ordre de 56%, puis en Allemagne, en Belgique, en Suisse, au Canada. Donc, vous voyez les pays par ordre décroissant, et on retrouve les marchés majeurs des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon, de la Chine. Mais on voit que sur les États-Unis, Japon, Royaume-Uni, où on est encore parmi les appellations françaises, les autres bastions français, on a certainement à grignoter des parts sur les exportations de l'ensemble des exportations françaises. Maintenant, enfin, c'est un focus sur les marchés des IGP d'Occitanie en volume. Donc, les principaux marchés qui absorbent nos exportations d'IGP sont l'Allemagne à hauteur de 94, enfin la proportion des IGP dans les exportations d'Occitanie qui partent en Allemagne est de 94%, 96% pour les Pays-Bas, 93% pour le Japon sur les exportations régionales vers ces pays en volume. Pour les IGP, nous avons ensuite la Belgique aussi, où il y a 87% de nos exportations qui sont représentées par des exportations d'IGP, puis la Suisse et la Suède aussi, qui sont aux alentours de 90%. Pour les marchés AOP, c'est-à-dire que les marchés principaux où la proportion d'AOP à destination des marchés export est importante. En premier lieu, les États-Unis avec 40%. Le Royaume-Uni aussi 34%. À noter aussi la Chine, qui, selon tout ce qu'on peut penser, effectivement, absorbe 38% en proportion d'AOP. Les exportations, c'est 38% d'AOP, 62% d'IGP. Le Canada aussi, avec 22% d'AOP, la proportion des AOP dans nos exportations. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Adrien Boussard, qui est conseiller référent sectoriel vin et spiritueux à Business France et qui va faire une analyse chiffrée au niveau France, qui donne aussi d'autres perspectives sur les marchés. Merci Catherine, donc bonjour à tous. Effectivement, donc moi je suis conseiller référent sectoriel vin et spiritueux basé à Paris et je m'occupe en partie aussi des statistiques export des douanes que d'ailleurs nous envoyons à Haddock. Guillaume, tu peux passer la slide s'il te plaît. Donc pour cette année 2024, alors sur la valorisation totale des vins, là je parle vraiment que des vins, on est à 11,67 milliards d'euros. Donc on est en léger recul par rapport à 2023. Et sur le volume, on est à 12,90 millions d'hectolitres, donc plus 0,6% par rapport à 2023. Les chiffres sont un petit peu différents de ce qu'a présenté Catherine. C'est fort possible que moi j'ai pris tous les vins exportés depuis la France, donc il faut savoir qu'il y a une part de vins étrangers que l'on réexporte, c'est de l'ordre de 5% à peu près. Donc il faut avoir ça en tête, hein. On réexporte un peu notamment des vins de la communauté européenne. Donc en tout cas, on a une normalisation au niveau des exportations qui se poursuivent correctement, on va dire, mais bon, il y a des tensions géopolitiques qui viennent affecter ces exportations. Par rapport à l'excédent commercial, donc celui-ci il est légèrement en recul, mais bon, ça reste, on est à 13,6 milliards d'euros d'excédent commercial pour toutes les boissons alcoolisées. Donc on a légèrement reculé. En fait, c'est surtout les effervescents qui justifient l'essentiel des pertes, à savoir le champagne. Pendant 3-4 ans, les exportations de champagne étaient énormément valorisées. Les volumes augmentaient, la valeur augmentait. Et là, 2024, c'est le champagne qui a énormément perdu. Donc 10% des volumes et moins 330 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui reste quand même un chiffre d'exportation à presque 3,9 milliards d'euros. Donc, il y a des difficultés économiques des marchés clés et aussi il y a, comme vous le savez, une déconsommation globale dans beaucoup de marchés. Et il y a également la perte de vitesse de l'inflation qui a joué un rôle dans la reprise des expéditions en volume, ceci dit. Donc voilà, pour les 6 premiers mois de 2024, les expéditions étaient encore en baisse de 3%. Par contre, sur le second semestre, on est à plus 4% pour le cumul. Et l'élection américaine aussi de Trump ça a entraîné un regain important des expéditions vers les États-Unis, notamment
novembre, décembre et aussi janvier 2025, tout dépend où si on se situe au niveau des importations américaines, il y a des flux qui arrivent sur le mois de janvier. On va passer sur les éléments chiffrés. Là, je vous ai mis une petite capture d'écran des présentations de l'OIV que je vous conseille d'aller lire. Elles sont en accès gratuit sur leur site, elles sont très très bien. Voilà, là, c'est un exemple de la consommation mondiale de vin de 2000 à 2023 en volume. Donc, comme vous voyez, en 2000, on était à 225 millions d'hectolitres. On a augmenté pendant de nombreuses années et on revient à ce niveau-là aujourd'hui, en 2022-2023. En 2022, c'est des chiffres provisoires et en 2023, des chiffres préliminaires. Ça prend beaucoup de temps pour l'OIV de consolider ces données. Donc, on a une diminution de 2,6% donc la consommation par rapport à 2022. Là, c'est un petit graphique sur les principaux pays consommateurs. C'est intéressant d'observer cette consommation, c'est en millions d'hectolitres. Il y a deux choses que je voulais, enfin trois points surtout. Vous voyez, alors la courbe bleue, c'est la France, qui était quand même en 1995, on était à 37 millions d'hectolitres et là, on est passé aujourd'hui à 24 millions d'hectolitres. Tandis que les États-Unis, eux, ils ont augmenté depuis 2000 depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait une augmentation globale de la consommation, même si cette dernière année 2024, elle a réduite. Et l'autre courbe que vous pouvez voir, c'est celle qui est rouge, c'est la Chine. Et en fait, depuis 2017, il y a une déconsommation globale qui est, c'est un plongeon, clairement, sur ces 6 dernières années. Entre les politiques anticorruption de Xi Jinping et l'état du marché actuel, ça peut s'expliquer de cette façon. En tout cas, l'Union européenne, elle représente 48% de la consommation mondiale et les États-Unis, 15% de la consommation mondiale. Et on observe aussi, je ne les ai pas mis ici, mais une émergence de certains nouveaux marchés dans le monde, donc, qui sont plutôt challengers, mais bon, c'est quand même une moindre mesure au niveau de la consommation. Je vous ai fait un top 10 des marchés export de vin français en valeur. Alors, ça se rapproche un petit peu, même très proche des top 10 marchés Occitanie, avec quelques petites différences, ceci dit. Donc, notre top 5 marchés, c'est toujours les États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique et Japon. Donc, le Japon, il est plus haut par rapport au top 10 Occitanie. Ça s'explique notamment avec aussi cette valorisation par les exportations de champagne, qui jouent quand même un rôle majeur sur ces marchés à forte valeur ajoutée. En tout cas, sur ce top 10, l'année 2024, on est sur des régressions assez fortes en valeur sur certains marchés comme Singapour et la Chine. Et quand même, les États-Unis ont fait une belle année 2024. On est sur le niveau de 2022. Tandis que le Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Japon, c'est en baisse. Le Canada a augmenté, mais bon, il faut comparer quand même sur plusieurs années. Comme vous voyez, on est sur une augmentation globale pour le Canada, mais assez modérée. La Suisse, on va lui passer. Tu peux revenir, ouais, juste voilà. Donc, en tout cas, ce que je voulais vous montrer aussi sur la part des marchés des exportations françaises, voilà, juste les États-Unis, ils représentent 20% des exportations françaises et ça a augmenté par rapport à 2023. Et les autres marchés, ils ont un léger recul de leur part de marché. Et le top 6 à 10, on va dire, ça change un petit peu tous les ans. Donc la Chine reste en 10e position, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, elle était en 4e position quasiment, ou 5e. On peut passer sur les volumes. Les volumes, alors c'est un petit peu différent. En général, c'est l'Allemagne, notre premier marché, mais ce sont les États-Unis qui sont passés devant cette année. Et comme vous le voyez, l'Allemagne, c'est en régression depuis 6 ans. Alors, l'Allemagne, c'est un marché de vrac, on va y venir après, donc c'est quand même très dépendant des récoltes françaises, entre autres. Donc, si on a des petites récoltes, forcément, le vrac, il est fortement. Donc aussi, ça explique ce passage en seconde position pour l'Allemagne. Les autres marchés, c'est assez variable d'une année à l'autre. Donc, les Pays-Bas sont en décroissance sur les volumes. Par contre, le Canada a repris, le Japon aussi. Mais voilà, si on revient sur plusieurs années en arrière, on est globalement sur une légère décroissance des volumes. Et la Chine est très marquée. Voilà, même juste par rapport à 2023, on est à quasiment moins 20%. Mais imaginez par rapport à 2019. Sur les parts de marché, vous voyez à droite, voilà, les États-Unis représentent quand même 14% et l'Allemagne 13,6%.
Donc, un fait marquant, ce que je disais, c'est que les États-Unis sont passés en première position de nos exportations en volume. On peut passer à la slide suivante. Voilà, ça, je trouve que c'est une slide qui est quand même assez intéressante. Donc, ça, c'est notre top 10 des marchés en volume en 2024 par typologie. Donc, vous voyez la répartition entre les bouteilles, donc c'est tout ce qui est AOP, enfin, vin tranquille en bouteille. En gris foncé, ce sont les vins effervescents, champagne plus autres mousseux. En bleu, c'est le bag-in-box, donc c'est tout ce qui est compris entre 2 et 10 litres. Et ensuite, le vrac supérieur à 10 litres. Donc, ça nous permet d'identifier en tout cas les marchés de vrac. Bah, vous voyez, l'Allemagne, on exporte pour 28% des exportations françaises en Allemagne sont du vrac. Et regardez la Suisse aussi, 35%. Et la Belgique, on est à 14%. C'est des marchés historiquement qui embouteillent fortement. Euh, Notamment, il y a des chaînes de distribution telles que Lidl, par exemple, qui font appel à de l'embouteillage pour faire leur marque, leur MDD. Et la Suisse, c'est pareil. Belgique, un petit peu moins, mais voilà. En tout cas, c'est ces trois marchés. Et on peut observer aussi des marchés de bag-in-box. Bah, vous avez la Belgique qui en est un, et surtout la Suède. Le bag-in-box est très, très, très populaire là-bas. Donc, il y a un côté très, on va dire, sustainability. En tout cas, ils aiment bien ces gros volumes qui sont plutôt économiques aussi. Donc voilà, les marchés de toute façon nordiques, la Suède particulièrement a toujours été connue pour être un marché qui aime bien ce format-là, en tout cas. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie typologie. Et enfin, je vais terminer par une dernière slide sur l'évolution du prix du vin français sur 20 ans pour les 12 premiers marchés de la France. Alors, je crois qu'on n'a pas mis les 12, mais en tout cas, voilà, ça, c'est un prix global free on board. Donc, c'est le prix moyen export avant envoi dans le pays d'exportation. Donc, en 2024, le prix moyen du vin, il s'arrête à 9,10 euros le litre. Et c'est un moins 3,3% par rapport à 2023. Donc, le prix export diminue pour la première fois depuis de nombreuses années. Alors, c'est difficile de faire une analyse dessus, mais il faut voir que ce prix-là, il est quand même beaucoup porté par le champagne. Donc, cette baisse, elle s'explique notamment par le champagne. Mais si vous regardez en dessous, là, j'ai mis les prix des 3 années précédentes. On était à 7,60 euros en 2021, 8,80 en 2022, 9,40 € en 2023. Donc, il y a un effet inflation, il y a un effet prix de l'énergie qui a beaucoup affecté le prix des vins. Et après, les marchés se présentent différemment quand même, hein. Regardez par exemple la courbe verte, là, la première, c'est l'Italie en fait. Et l'Italie, c'est un marché pour la France qui est surtout, qui représente 65% des exportations en valeur, c'est du champagne. Donc vous avez un prix à 13,80 € le litre. Voilà, ça peut s'expliquer comme ça. Voilà, il y a d'autres marchés qui sont beaucoup plus stables, on va dire. Je ne sais pas, la Belgique, en 2005, elle était à 3,20 € le litre et il est à 5,10 € aujourd'hui. Il n'y a pas eu une grosse évolution. Il faudrait calculer le pourcentage, mais alors qu'il y a d'autres pays, bah voilà, la Chine, ils sont passés de 2,90 € en 2005 à 8,20 € en 2024. Donc, c'est des taux de croissance qui sont phénoménales sur certains pays. En tout cas, voilà, je voulais terminer cette présentation par, il faut toujours mettre un peu le contexte, le prix de la bouteille, le prix du vin au litre, il évolue de façon assez forte ces dernières années. Donc voilà, ça retrouve un semblant un petit peu de stabilité, mais après on peut voir le prix au litre par différentes appellations. Je note aussi qu'on a enlevé Hong Kong et Singapour parce que le prix export de ces deux marchés était à plus de 35 € le litre. Il ne faut pas oublier que c'est des grands crus qui sont exportés là-bas. Et à titre d'exemple, il y a une grosse partie des grands crus de Bordeaux qui partent de Londres. Et eux, ils sont à 150 € le litre. Donc, c'est des petits exemples pour vous donner que le jeu des réexports joue beaucoup sur le prix du vin. Écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Adrien, pour cette mise en lumière au niveau français, qui est aussi intéressante, puisqu'il faut mettre nos exportations et les performances de nos vins à l'export
en comparaison des autres régions et notamment donc du coup de l'ensemble des vins français. Donc maintenant, nous passons à la deuxième partie qui est l'enseignement sur les salons viticoles de début d'année. On va vous présenter très succinctement la carte d'identité et ce qu'il y a à retenir sur les trois éditions, sur les éditions de cette année de Wine Paris, Provine et Millésime Bio. Et je passe la parole à Stéphanie Egenolf, qui est donc, que vous connaissez, beaucoup connaissent, experte des marchés européens, et qui va prendre le relais sur Wine Paris, me semble-t-il. Oui, tout à fait, c'est ça. Bonjour à tous. Merci de nous suivre ce matin, aussi nombreux. On peut effectivement commencer. Donc, on va commencer par les salons, les deux salons qui se comparent le mieux, on va dire, hein. Donc, Wine Paris du mois de février, que vous connaissez, à mon avis, la totalité, la quasi-totalité parmi vous y a été en plus. Donc, oui, on peut afficher la slide. On vous a fait, voilà, juste deux slides, on va dire, pour planter le cadre factuel, hein, une petite fiche d'identité, on va dire, un profil et une slide plus chiffrée selon les chiffres des organisateurs qui ont été publiés, du moins en partie par tous. Et pour Provine, voilà, c'est pas encore disponible en détail. Donc, on commence par Wine Paris. On est sur la 6e édition qui a voilà, monté maintenant le premier salon mondial du vin, professionnel en tout cas. Voilà, donc qu'il a projeté en France, on va dire. Donc, on peut l'affirmer désormais. Au niveau de l'organisateur, donc c'est une société française privée, hein, comme Exposium. Vous connaissez l'historique aussi, je pense, hein, donc, c'est une fusion de salons français qui a été en fait, voilà, qui a vraiment décollé à partir de 2020, quand Vinexpo Bordeaux aussi a rejoint l'aventure Wine Paris. Donc, on est sur des halls qui rassemblent la France, donc cette fois dans un seul hall à 3 niveaux. Première fois aussi cette année, un hall international entier. Et puis voilà, d'autres halls qui hébergent donc les spiritueux et les produits autres, on va dire, hein. Donc, c'est un salon, voilà, qui mise beaucoup sur la communication, qui bénéficie d'une large couverture médiatique, beaucoup d'ambition en termes d'animation, qui réunit beaucoup de conférences, de concours, de renommée internationale, hein. Donc, en parlant de ça aussi, outils digitaux, réseaux sociaux, donc il y a une plateforme B2B qui est très prisée par les exposants. Heureusement qu'on a après les témoignages aussi qui vont voilà, vous partager ça d'une façon concrète et vécue, hein. Donc, bien sûr, qui bénéficie aussi d'une date propice, hein. Donc, vers début février chaque année et de tous les attraits et atouts logistiques, hein, de la capitale. Donc, vous savez aussi, hein, que la présence régionale, de façon collective, est gérée par les interprofessions et les ODG, donc, qui représentent, voilà, ces pavillons eux seuls, plusieurs centaines d'entreprises, hein, de la région. Côté ad hoc, on a simplement accompagné sous forme d'expérimentation, une petite pépinière de 5 entreprises. Et donc, l'organisateur, comme Exposium, organise beaucoup de salons de tous les secteurs divers et variés. Et la branche Vinexposium, qui organise les Vinexpo aussi dans le monde entier, vous les voyez, a aussi repris la Balk Wine Exhibition, par exemple. Et donc, à l'international, en l'occurrence, c'est des pavillons en France, hein. Donc, comme par exemple à Singapour, où la région à travers ADOC est présente en mois de mai. Donc, on passe à la slide suivante qui est davantage chiffrée. Donc, en l'occurrence, vous voyez vraiment l'évolution spectaculaire, hein. Donc, en termes d'exposants, Wine Paris a grandi de 33%. Et en termes de visiteurs, de 27%. Donc, vous voyez aussi
que la part d'exposants français, donc en fait que la population d'exposants en termes d'origine, c'est beaucoup diversifié, hein. On était à 70% encore l'année dernière, maintenant on est à 52%. Et vous voyez les autres pays qui exposent, donc en grande partie l'Italie, hein, qui a son propre hall. Et bien d'autres pays maintenant, comme on a dit, dans le pavillon international, grandissant. Donc, en termes de visiteurs, l'augmentation est de 27%. On vous a mis le ratio, donc visiteurs exposants, c'est une donnée qui peut être intéressante. Donc, on est quasiment à 10. Et aussi, un enseignement, c'est que la part de visiteurs internationaux a un peu grandi, hein. Donc, on est sur 45% maintenant, contre 41 l'année dernière. Vous voyez donc la diversité en pays. Et en termes de secteur d'activité, donc vous avez, c'est pas une surprise, hein, donc une très grande partie trade, on va dire, hein, 11% de producteurs aussi. Au niveau des pays visiteurs, donc de leur provenance, il n'y a pas le prorata chiffré qui est publié, mais vous le voyez dans l'ordre que les organisateurs le communiquent. Donc voilà, il y a le Royaume-Uni, par exemple, aussi, qui bénéficie de la liaison Eurostar avec Paris, bien sûr. Et vous voyez États-Unis, Canada, donc en présence dans le top 10 à côté des pays européens. Donc, on passe au deuxième salon qui est Provine, donc qui se déroule en mois de mars. Donc, tout de suite, à nouveau, l'essentiel. Dans les faits, donc, Provine est un salon beaucoup plus ancien, hein, donc qui passait au deuxième rang maintenant, donc qui pendant ces 30 années d'existence a connu aussi une évolution spectaculaire et qui s'est maintenue très longtemps. Le leader avec un monopole, hein, donc dans les années 2010, il était arrivé à saturation, était monté à 62 000 visiteurs. C'est un organisateur qui a un profil différent, donc qui est détenu en partie par le Länder organisateur et hôte, donc Messe Düsseldorf qui n'est pas seulement le lieu d'exposition, mais aussi la société qui organise le salon. Donc, face aux grands concurrents, ils ont quand même aussi fait des démarches, hein, pour se maintenir. Donc, l'agencement du hall cette année a été revu pour par exemple, rassembler la France, qui était encore sur 2 halls, dans un seul hall. Des efforts au niveau de la communication, mais avec les moyens aussi différents, hein, probablement, de ce type d'organisateur. Offre hôtelière aussi revue, hein, qui dépendait aussi un petit peu de la saturation d'une ville comme Düsseldorf, hein, non comparable à Paris, et qui augmentait comme, voilà, en fonction de la demande et de l'offre disponible. Donc, tout ça, c'est un peu normalisé, on va dire. En l'occurrence, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, donc on est sur un salon 100% export, hein, donc le Visitora français en l'occurrence est beaucoup moindre, donc on est encore sur 11 halls donc d'exposition. L'Allemagne en occupe 2, donc vous voyez les autres pays, la France a un hall, l'Italie 2, il y a un hall pour le Nouveau Monde. Et on va voir les pays sur la slide suivante. En termes d'organisation également, on peut revenir à la slide précédente. Voilà. En termes d'organisation aussi pour les visiteurs, on peut mentionner que le système est un peu différent. Donc, il n'y a par exemple pas d'invitation gratuite, enfin, à l'exception de 10 invitations cette année fournies au pavillon France, mais les organisateurs tiennent beaucoup à une validation sur justificatif et jusque-là, toute entrée était payante. Donc voilà, c'est un système qu'ils appliquent et
la diversité internationale, aussi bien au niveau des exposants que des visiteurs, est différente sur ce salon. Et là, en l'occurrence, on est sur un pavillon France, hein, donc qu'on va voir donc sur la prochaine slide également. Aussi des salons satellites, hein, beaucoup, hein, d'ailleurs, comme vous voyez, comme par exemple à Shanghai, auquel on participe. Donc, une grande implantation internationale quand même de Messe Düsseldorf à l'étranger avec des salons viticoles. Voilà, donc tout le monde garde à peu près les mêmes dates, hein, pour l'année prochaine également. Et puis maintenant, on avance, effectivement. Merci. Donc là, vous voyez, il y a une grande perte en termes d'exposants, hein, plus qu'en termes de visiteurs. Proviner a perdu 20% de ses exposants par rapport à 2024 et que 6% des visiteurs. Donc là, vous voyez les pays d'origine des exposants. Comme je disais, donc le bilan détaillé qui publie chaque année, qui est vraiment très détaillé, il n'est pas encore publié. Donc là, sur les exposants, on le sait, hein, donc l'Italie en tête, mais vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pays différents qui exposent. Et, donc, vous voyez, la France représente que 12%, en l'occurrence, des exposants. Et l'offre pour un visiteur, elle est très, très variée. Donc, en termes des visiteurs, on peut dire qu'ils se sont quand même assez bien battus, hein. On est, en l'occurrence, sur un ratio de 10 également, hein, donc 10 pour an même, avec encore beaucoup de pays d'origine pour les visiteurs. Et selon le communiqué de presse des organisateurs, qui est la seule source chiffrée pour l'instant, on est à moitié de visiteurs en fait d'Allemagne. Donc, on vous a mis la répartition 2024 juste pour idée, et les chiffres officiels vont sortir. Et en termes de logistique pour la présence collective régionale, donc l'organisation est en l'occurrence sur Pavillon France, comme on disait, où donc il y a plusieurs pavillons. Il y a celui de la région Occitanie, opéré par Haddock, et d'autres pavillons comme le Sud-Ouest Pédoc ou la vallée du Rhône qui sont présents. Voilà, donc je vais passer la parole à Catherine pour finir sur les salons. Merci Stéphanie. Donc maintenant, nous passons au troisième salon qui est en fait le premier dans le calendrier, Millésime Bio. Donc là, il faut bien noter que c'est un salon totalement différent et qu'on n'est pas là pour comparer les trois salons dans leur globalité. C'est un salon très différent de par beaucoup d'aspects. Déjà, Millésime Bio est organisé. Il est en région, il est chez nous, hein. C'est le premier salon mondial des vins biologiques. Il est organisé par une association professionnelle qui est composée de vignerons, négociants et caves coopératives. Ça le distingue principalement des autres salons. Les tarifs sont calculés au plus juste parce que Millésime Bio se veut être un outil d'aide à la vente pour les vignerons et émetteurs en marché bio avant d'être un salon à but lucratif. C'est pas les mêmes organisateurs. Tous les exposants sont sur le même pied d'égalité, comme vous le savez, avec des comptoirs et une visibilité identique. Donc, les petits domaines ont la même visibilité que les maisons de négoce, par exemple, et il n'y a pas de surenchère marketing ou financière, il n'y a pas d'option payante. Tout est compris dans votre prix du salon. Donc là, c'était la 33e édition avec une organisation bien rodée et des services inclus pour les participants qui sont indiqués sur la slide. En nombre d'exposants, donc 1520 exposants, dont 34% d'Occitanie. Nous sommes chez nous. Et nous avons 100%, bien entendu, ce sont 100% d'exposants bio. Donc, pour ça aussi, cette spécificité, c'est un salon bio, on ne peut comparer à Wine Paris et à Provine.
À l'international, nous avons aussi il y a aussi des pays qui exposent, 18 pays, donc 3 de plus par rapport à 2024, et ceci représente 16% des, euh, des exposants. Il y a aussi d'autres boissons alcoolisées bio qui sont présents, des bières, des cidres, il y avait du saké aussi, des spirits. Au niveau du visitorat, le visitorat est tout de même ultra qualifié, car là aussi, un petit peu comme sur Provine, hein, les entrées sont réservées uniquement aux acheteurs professionnels et toutes les inscriptions sont modérées, on va dire, par les équipes de Sudvin Bio, avec une présentation de justificatifs professionnels, ce qui induit donc un visitorat très qualifié. C'est un salon qui réunit 82% de visiteurs français et 18% de visiteurs internationaux. D'ailleurs, à ce titre, pour les visiteurs internationaux, ADOC organise la convention d'affaires pour le compte de la région Occitanie et nous avions donc invité 41 acheteurs de 18 pays, de 4 continents. 82 entreprises participaient, donc il faut être exposant à Millésine Bio pour participer à la convention d'affaires région Occitanie et se sont donc déroulés 350 rendez-vous B2B qualifiés, ciblés. L'inscription à la convention bio permet aussi de présenter des cuvées dans l'espace de dégustation qui est très mise en avant et mise en lumière sous la marque Sud de France, notamment au sein du premier hall du salon Millésime Bio. Euh, En termes de pays étrangers représentés, donc dans le top 5, c'est la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse et l'Espagne. Euh, et en ce qui concerne le profil des visiteurs, donc les 3 premières activités sont cavistes, importateurs et le circuit CHR. L'édition 2025 a vu donc des nouveautés avec la présence d'Enolo. Il faut voir que suite à l'autorisation de la désalcoolisation des vins bio, les producteurs de vins bio pourront exposer leur gamme de vins désalcoolisés sur la prochaine édition. Nous ont fait part Sudvin Bio, les organisateurs du salon. Il y avait un corner dégustation cépage résistant sur le Notec. Et il y avait aussi des exposants regroupés biodivins, des exposants biodivins qui étaient regroupés à l'occasion de leurs 30 ans. C'était une première pour Millésime Bio. Voilà. Certainement des changements, des nouveautés à prévoir pour 2026 que ne manqueront pas de vous faire savoir Sudvin Bio. Donc, on rappelle bien entendu que c'est un salon 100% bio avec plus de 10 000 produits bio à déguster. Voilà, nous avons fait la carte d'identité des 3 salons internationaux viticoles et donc je vais faire appel à Geoffrey du domaine Montrose. Je vois que Eamon est présent, il va attendre, mais qui est notre importateur irlandais, Geoffrey Cohen, s'il est là. Oui, bonjour, je suis là. Bonjour Geoffrey, donc du domaine de Montrose, donc je me permets de te tutoyer puisqu'on se Oui, connaît quand même. Tu as été exposante aux 3 salons et tu vas nous faire part de ton ressenti par rapport à la dynamique des salons, sur le visitorat, les tendances, ce que pour effectivement un domaine viticole en Occitanie comme le tien, ces 3 salons représentent. Merci beaucoup de ta présence et de ta disponibilité ce matin pour nous faire partager ton expérience. oui, merci Catherine et Stéphanie, toute l'équipe ADOC et Business France. Merci de m'avoir invité. Je m'appelle Geoffrey, je viens des États-Unis, comme vous pouvez l'entendre. Je m'excuse de la part de mon pays. Je vous promets, ce n'était pas moi le responsable des taxes annoncées hier, mais bon, il faut faire avec. Mais bon, ça fait quand même une quinzaine d'années que j'habite en France et ça fait presque 9 ans que je m'occupe d'une bonne partie de l'export au domaine Montrose, à côté de Pézenas. Je suis tout à fait d'accord avec Stéphanie et les chiffres présentés sur les salons. Pour nous, Wine Paris, c'était super bien, c'était très dynamique. On a eu beaucoup de monde, beaucoup de clients, et notamment plus de clients, plus de visiteurs sur notre stand de l'étranger qu'avant. On avait même plus d'Allemands aussi. On a remarqué que les Allemands étaient plus contents de venir à Paris que venir nous voir à Düsseldorf, à Provine. Donc, je trouvais ça intéressant. On a constaté aussi la baisse à Provine. On a eu moins de rendez-vous, moins de passages que les années précédentes.
mais je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. On a aussi participé à la mission de prospection à New York qui a eu lieu la première semaine de mars, il y a un mois. Et ça aussi, c'était très bien, malgré le contexte, malgré la menace des taxes sur les vins français. Il y avait un vrai enthousiasme et beaucoup d'intérêt de la part des acheteurs. À voir par la suite, maintenant que les taxes sont réellement annoncées et seront mises en place la semaine prochaine, mais bon, il y a quand même l'intérêt. Donc, malgré le contexte compliqué à plusieurs niveaux, géopolitiques, économiques, les taxes, il y a quand même encore des opportunités. On a remarqué, les vins rouges sont un peu plus compliqués en ce moment, mais notamment pour les vins blancs, les vins rosés, les vins sans alcool ou même la famille Nolo et même des créments, on a eu pas mal d'intérêt de la part des clients, des prospects. Donc, je pense qu'il y a quand même des opportunités. Je pense qu'il faut savoir s'adapter au marché et aux besoins du client. Et on a vu aussi que les étiquettes qui sont un peu plus modernes et fun sont peut-être plus simples. Évidemment, ça dépend du marché, ça dépend du client, mais je pense que les gens, pour attirer une nouvelle génération de consommateurs, il faut miser sur un marketing un peu plus dynamique, un peu plus jeune. Et la dernière chose que j'avais envie de dire, c'est juste que je pense qu'il faut être patient. Une non-réponse, ça ne va pas forcément dire non, notamment pour les États-Unis, mais il faut être patient, il faut continuer à écrire ou appeler tous les quelques mois et ça prend parfois des années, mais je pense qu'il y a quand même un intérêt et un besoin du vin de notre région pour, euh, pour le monde entier. Euh, je, je, je- Oui, voilà. Je peux prendre des questions si vous avez des questions, ou sinon je passe la parole à Catherine ou à Erwan. Visiblement, il n'y a pas de questions. Merci en tout cas, Geoffrey. C'est très, très gentil Avec d'être plaisir. avec Merci. nous. Et je pense que c'est toujours précieux d'avoir un vécu d'un confrère. Du coup, on va effectivement continuer avec Iman. Iman, thank you so much for being with us today. Yeah, would you like maybe, share your experience and spread a little word? Of course, Stephanie, thank you Thank for you so having much. me. Can you hear me okay? Yeah, perfect. Perfect. Okay. So yeah, great to be here this morning. I will speak English, I can speak French, but I think it'd be quicker for me to speak English. So apologies, but I will try and speak slowly and feel free to ask any questions. So yeah, my name is Eamon. I'm the founder of Wine Spark. It's a new wine business in Ireland. Well, I say new, we are going for 3 years now. And it's a website where we have private clients and they have a subscription model. So basically it allows our clients they pay a membership fee each month or each year. And then I take a lower margin on the wines. So that the clients can drink better wines for less money. So yeah, I've been doing this for 3 years. We have 1,700 members, private clients who pay every month. Our average price on the website is around 22 euros. So ex-seller price, that's about 9 euros. So good quality, kind of people are able to access very, very good quality for that. And yeah, my experience before this, I ran a company called Naked Wines in the UK for 10 years. So I was a wine buyer, but also the managing director. So have been buying wines and enjoying French wines for a long time now in 2 different markets. Yeah, I'm very pleased to share my experiences of the fairs that I visited this year. I visited Millésime Bio and
Wine Paris this year. I did not go to Provine. And yeah, I think how we work with WineSpark, we prefer to work with small independent producers. My passion is discovering these producers, understanding their stories and their motivations, and then communicating this to our customers. Our sales, we are growing at the moment. In the fourth quarter of last year, our sales grew 37%, which is great. So I think it's a model which works very well. And overall, of all the countries I sell from, I import wines from all over the world. France is the #1 market, and I'll talk a bit more about the Irish market. But yeah, France is the #1 by volume. And from the Occitanie region, I have producers from Fitou, from Minervois, from Saint-Chinian, from Corbière, and Saint-Saturnin. Of those wines, I'd say 90% are red wines. So whites and rosés from the region are less interesting. I think the amazing advantage you have in your region is the value and the quality of the red wines, especially. So that's a little bit about me. Yeah, the trade fairs, I think my goals every year when I go are to discover new wines and new producers, but also meet my existing producers face to face. And yeah, just in the space of a couple of days, I can squeeze a lot of wine buying for the whole year into a few hours, a few days, which then creates sales for the rest of the year. And typically, if I meet a producer that I like at a fair, like if I taste a nice wine, afterwards there'll be follow-up. I will request samples to be sent to my home or to my office so that I can taste it and at a more calm time to make sure that I still like the wine. Then we'll do a call or a Zoom meeting to really get to know the producer, make sure the story is a good fit, and we are aligned with our values. And then I often like to follow up with a visit to the producer to see the vineyard, try all the wines, really understand the story more. And for me, that's so that I can then communicate that story to the customers to ensure then that the sales will be as good as they can. And yeah, so this year I went to Millésime Bio. I love it's very focused, it's very intimate. In general, it's a very high standard of producers because I think of the organic kind of requirement. And yeah, if I'm looking to discover new things, Millésime Bio is a good place to do that, just the way that the fair is set up. Wine Paris, it was my second year visiting. The last time I went was the year after COVID, so it was much smaller and less visitors, especially international. This year it was very good, much bigger. I'd say more meetings with prearranged rather than discovery. And then there's some good kind of off tastings outside of the main fair in Paris. Provine, it's just too big, too expensive. I'm a small business, so there's no point. I went to Barcelona Wine Week, which is an amazing fair, probably the best fair in Spain. And then Slow Wine in Bologna, which is kind of an Italian Millésime Bio. So it's a similar, you must be organic and sustainable to enter. So that's also a good one. And yeah, maybe I thought it'd be useful just to give you, as a wine buyer, maybe my process for how I prepare for the fair, in case it's useful. So yeah, really, usually it's in January or February, the wine fair. Christmas is just finished, so Christmas is obviously busy when you're selling wine. So you spend a few weeks in January just kind of recovering from Christmas and tidying up the accounts and sales and stock and everything. But very quickly then you need to start preparing for the wine fairs. And yeah, I'll have an idea of what I want to buy for the year ahead at this point. I will have some target appellations or regions that I want to buy from. So I will look at the catalog of, for example, Millésime Bio. Say if I'm targeting Fougères, just as an example, I will look at all the Fougères producers. I will look at their websites. I will look at the wines. I will look at their social media accounts. And yeah, that will just give me a first instance of, I know that if I buy a product, it needs to go on my website.
I invest a lot of money in the story, the marketing, the photography. So, I want to make sure that at a first look, the product will look good on my shelves on my website. Yes, social media is important. So especially Instagram, I think, and I'm a wine buyer here. I'm not talking as a consumer. But if they have an Instagram and it's active and it looks personal, it tells me an idea of what the producer is like. And if I can see that maybe one of my producers follows you on on Instagram, for example, that gives me extra validation that it just gives me more comfort. I will also, if a friend of mine or another wine buyer who I know and I respect, they give me an introduction, that will almost guarantee you at least, I'll taste the wines. At the same time, I described this time in January where I'm closing Christmas sales, I'm starting to prepare for trips. I get dozens of emails per day from producers saying, see you in Paris, see you in Montpellier, see you in Barcelona. I can't respond. There's just too many of them. So I would say it's a very ineffective way of trying to get meetings, because as a buyer, I'm getting hundreds of them per week. So they are usually deleted unless I know them personally. And then, I'll take all that stuff. I'll build a timetable of, my priority is usually the business meetings if I'm flying with ADOC. And then my next priority will be to meet with existing producers who I need to see. And then I will need time for free tasting. And then, if there's anything new or interesting or I have an introduction, I'll make sure there's time there. So that's how I prepare. Millésime Bio, yeah, it's great. I think one of the best things about Millésime Bio is the tasting zone, so that I can taste wines without having to commit to like a 30-minute meeting. And there's a few different tasting zones. There's a tasting zone with the ad hoc area, and there's a bigger tasting zones as well. So I really recommend you use them as much as possible. And then, I think that's some of the fares. If you're interested in the Ireland market, maybe some people already kind of sell there. It's a small market. It's obviously not in the top 10, but I think it's a very good market for French wine. Chile is the #1 country in Ireland by volume, and that's a lot of cheap wine in the supermarket. But France is the #1 market by value. So that just shows less volume, but greater kind of price point of wine. And I think an interesting thing about the Irish market is 65% of wine sold in Ireland is sold in the supermarket. That number is 85% in the UK. So it's a smaller market, but you have a bigger share of the market who buy outside of the supermarket. So they enjoy more premium wines. And I think I would stress that, like, certainly in the middle class kind of Irish kind of demographic, they love France. I went to France when I was a child on holidays. Everyone did, and we still, anytime we want to visit, we can visit. We want to do it. The World Cup 2 years ago was amazing. We love the cheese, we love the wine, we love going there on holidays. You have a sophistication and elegance that you cannot match anywhere. So when we drink French wine, we kind of feel that way as well. So if it's a hot day, Provence Rosé is perfect. If you're having friends over for dinner, nice dinner, a bottle of Bordeaux that's prestigious. Again, people like this stuff. So you have an advantage because of your country that very few countries have. I will say that the biggest competition in Ireland for France, I think, is Spain. So we're very high. Spain is our #2 country by volume and value. So particularly Rioja, Albarino, very popular wines. I think one big reason is very good value for money, very approachable wine, so easy to drink with a bit of age. And then Ireland is Spain's biggest tourism market by capita. So I think 55% of Irish people visit Spain every year. So it's no surprise then that they want to drink Spanish wines when they go home. I think a few other things. So maybe some practical advice. And again, just talking as a buyer. Stephanie, am I okay for time?
Yeah. Okay. Yeah. So yeah, and maybe to think about for next year before the wine fairs. So I would call these things red flags. So that it would maybe not personally for me as a wine buyer buying for middle class kind of maybe more wealthy people. Bad website is not good. Bad packaging, labels not good. Yeah, you need to embrace your culture, your history, your food, your prestige, in my opinion, rather than kind of cheap looking brands. Social media is just it has to be there. You have to have an Instagram account, and it needs to be full of personal content rather than corporate content, graphics, all that sort of thing. I also think, on a website, if I see 20 different wines, I think that's usually a red flag because it suggests a lack of maybe focus, and you're trying to be too many things to too many people. So I think that can be that's sometimes a red flag for me. And yeah, I would stress that this isn't advice for everybody. I'm not a supermarket. I'm not a traditional wine shop, but certainly I'm a wine buyer for middle class people who love good quality wines, good stories, and yeah, authentic stories. So yeah, that's definitely what I would look at. And yeah, in terms of preparation, then maybe for next year's fairs, maybe to maximize your success, I would include as many wines as you can in the different tasting zones, so that the buyers can taste the wines and then choose to have a meeting. If you could just go up to a stand, it means you're committing to maybe a 30-minute meeting, and a lot of the time there's not time or you're tired. With those emails in January, I just don't think they work. Get creative. Maybe there's other ways you can reach people through social media, for example, through LinkedIn. Maybe start that work in November. Start building relationships in November before Christmas, before everyone else is doing it. Invest in your website. So good quality photography. If you've got nice bottles, make sure they are very clear to be able to see. If you've got beautiful vineyards, beautiful cellar, invest in a good website and good photography. For me, it's if you make up your mind on meeting someone in the first 5 seconds, it's the same when I see your business. The first thing I see is your website, and if it looks bad, it's not a good sign. And the same with your social media. Make sure that's upgraded. It doesn't cost anything. Use your phone, but have it personal. Have the people involved in the business front and center. Communicate what happened in the vineyard, and less corporate graphics kind of thing. So yeah, I think that's probably my 10 minutes. Sorry for taking too much time, but hopefully that's helpful. Thank you so much, Eamon. Yeah, we have definitely to move forward, but that's so valuable for everyone. And yeah, there were some questions, but you more or less dealt with them. So thank you so much again. Et on va effectivement du coup continuer. Et je repasse la parole. Merci beaucoup. Merci, Eamon. Thank you so much, Eamon, for your cooperation. Donc maintenant, on va... Il n'y a pas trop d'autres questions, et comme l'a dit Stéphanie, elles ont été répondues par Eamon à la fin, pratiquement. Donc, nous allons passer au focus marché. Sur les focus marché, avec le marché vietnamien et le marché danois qui sont notre parti pris. Sachant que auparavant, donc comme je disais en introduction, il est toujours très difficile de vraiment dire voilà quels sont les marchés spot, quels sont les marchés pour vous. Tout dépend de votre gamme, de vos produits. Et ici, en introduction, avant de passer aux deux marchés, c'est une slide qui vous présente notamment des sources d'informations beaucoup plus précises. Donc, avec les deux sites, il y aura aussi, à la fin de la présentation, nous n'aurons pas le temps de la voir en détail, de nombreuses sources d'informations pour faire de la veille marché, ce qui est toujours important quand on va à l'export.
Il y a le site de la Team France Export et il y a le site des données export de l'agence ADOC. Et là, vous pourrez voir beaucoup de données et notamment donc identifier les pays matures, mais on les a vus au travers notamment de notre top 10 marchés pour les vins d'Occitanie et des marchés plus challengers, certes intéressants, mais des marchés souvent émergents, qui sont pas forcément des marchés de volume et qui sont pas forcément des marchés très aisés en termes réglementaires, parce qu'on est là très souvent sur du grand export ou à part des marchés plus de proximité comme l'Europe de l'Est. Donc, je vais laisser la parole à Lannes Nguyen et à Sylvain Bournigo qui vont vous présenter le marché vietnamien opportunité. Merci, bonjour à tous. Avec plaisir d'être là avec vous pour parler du marché vietnamien. Est-ce que vous pouvez passer le slide, s'il vous plaît? Avant de parler du marché vietnamien, justement, nous avons préparé quelques slides pour vous parler des marchés ASEAN et Océanie en général. Mais je ne vais pas m'arrêter sur ces slides, parce qu'en tout cas, vous aurez ces chiffres après ce webinaire. Juste pour dire, nos marchés, certes, sont les marchés lointains, et à part l'Australie et Nouvelle-Zélande et Singapour, ce sont les marchés matures. L'ASEAN, dans la plupart des pays ASEAN, nous sommes encore un marché niche et émergence pour les produits de pays d'OC. Merci. Donc, on peut passer par la slide suivante, par le focus Vietnam. Donc, Vietnam, c'est un pays très dynamique en ASEAN. Donc, très potentiel en termes de démographie. Donc, vous pouvez voir aussi sur la slide, la population vietnamienne, c'est 101,1%. Donc, en termes de régime politique, on est comme un régime politique communiste, donc parti unique, qui est à la fois présente des inconvénients et à la fois présenté des avantages. Et sur le pays, nous avons donc un marché, Hanoï au nord, comme une ville capitale économique, politique, et Ho Chi Minh Ville du Sud, capitale économique. À part ces deux grandes villes, par rapport au vin en général, nous avons d'autres marchés intéressants. Ce sont les villes bannières ou les îles, comme l'île de Phu Quoc et les villes de Hue et au Da Nang. Ce sont les marchés intéressants aussi en termes touristiques. La slide suivante, s'il vous plaît. Pour dire, avant de rentrer dans ces détails, juste quelques chiffres par rapport à des importations des produits de la région chez nous. Donc, maintenant, ce qui occupe encore une place assez modeste. Par exemple, en 2024, sur la totalité des exportations des vins français au Vietnam, la part de la région représente 4,4% en termes de valeur et 11,7% en termes de volume. Pourtant, si on constate la tendance, l'évolution, 2024, c'est plus par rapport à 2023. Donc, une croissance de 2,9% en volume et 21,7% en valeur pour les produits de la région. Pour vous donner quelques informations générales sur ce secteur, le Vietnam lui-même produit aussi du vin, mais pas dans le sens strict du terme. La production est très limitée. Nous avons aussi quelques entreprises qui travaillent dans la mise en bouteille. Il importe des produits en vrac et la mise en bouteille, ou il importe des jus de raisin, ensuite fermenté et fait la mise en bouteille. Mais il est très limité et nous dépendons presque totalement pour les produits de vin à l'importation. Pour le pays, vu les spécificités climatiques, c'est un pays tropical, donc les Vietnamiens consomment le plus, c'est la bière et pas encore le vin. Le vin, pour l'instant, c'est encore beaucoup de marche à faire, donc la consommation est limitée. La France
dans ce secteur occupe toujours une place importante. Donc, en termes de valeur, depuis plusieurs années, la France est toujours leader en termes de valeur, mais pourtant, en termes de volume, soit en deuxième position, en 2024, la France est en troisième position. Pourtant, les Italiens qui sont tout proches de la France, en termes à la fois valeur et à la fois aussi volume, parce qu'ils sont très forts dans la promotion par rapport aux différentes régions françaises. Et chez nous, on consomme le plus. Quand on parle du vin, on pense toujours c'est Bordeaux. Donc, et puis après, maintenant, avec le temps, les vins d'autres régions commencent à être connus et consommés. Voilà. Mais Bordeaux, ça représente quand même, pour l'instant, 75%. Et le vin le plus consommé, c'est aussi le vin rouge et le vin tranquille. Moi, Sylvain va vous en parler aussi de la tendance de consommation tout à l'heure, mais on voit aussi que les consommateurs, maintenant, ils consomment plus, ça augmente doucement pour que tout ce qui est vin blanc ou vin rosé. Et aussi des vins pétillants ou du champagne. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je viens de dire, la France est un leader en termes de valeur. Vous pouvez voir aussi sur cette slide quelques chiffres des importations totales du Vietnam, du vin, et aussi la part de la France. Donc, en 2024, la France représente à peu près un peu moins de 40%, 35%, la totalité des importations. Et puis, vous avez aussi, nous avons mis sur le graphique, la part de la région, l'importation, exportation au Vietnam. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire pour faire mieux connaître l'offre de la région chez nous. Donc, la slide suivante, s'il vous plaît. Quelques mots sur les spécificités du Vietnam. Donc, le vin, c'est un produit importé. Certes, nous avons là un avantage par rapport à d'autres marchés, c'est que nous avons un accord libre-échange entre Vietnam et l'Europe qui prévoit un démantèlement de droits de douane pour tous les produits, y compris les produits alcoolisés. Donc, tout à l'heure, vous allez encore une slide sur le droit de douane. Mais nous avons, à part le droit de douane, nous avons aussi le droit d'assises. Et maintenant, le gouvernement vietnamien, ils ont un projet pour l'augmentation du droit d'assises pour récompenser une partie de droit de douane qui sera à 0 dans 2 ans. Pour les Vietnamiens qui ne sont pas connaisseurs, la plupart ne sont pas connaisseurs des produits du vin. Donc, du coup, quand il vient dans les boutiques pour acheter du vin, la première chose qu'il regarde, c'est le prix et pas le nom de la région. La forme de la bouteille, l'étiquette, le cépage. Donc, c'est pas encore, il n'y a que les connaisseurs qui regardent d'origine. Bon, d'origine, c'est pas le pays, mais c'est d'origine région du produit. Donc, sur le marché, il y a tout un travail d'éducation à faire, tant qu'au niveau des acheteurs et également au niveau des consommateurs finaux. Et chez nous, la plupart des produits, surtout le vin, les boissons alcoolisées, sont distribués sur le canal HoReCa d'hôtels-restaurants et seulement de 30 et 40% sont distribués dans les supermarchés ou cavistes. Et on ne peut pas non plus nier le e-commerce chez nous parce que les Vietnamiens sont très connectés. 75% des Vietnamiens sont connectés. Avec un téléphone mobile, on se fait tous les achats, toutes les courses, ça se fait. Et la livraison, ça ne coûte pas cher et c'est très rapide. Les grandes occasions à saisir il y a une autre chose, c'est la culture d'offrir les cadeaux au moment du Nouvel An vietnamien. C'est le Nouvel An chinois. Donc, c'est là que les gens achètent le plus, surtout le vin, parce que le vin est présent toujours dans les coffrets cadeaux
à cette occasion. Donc, c'est une très bonne occasion pour les ventes. Et puis, en évolution, comme j'ai partagé tout à l'heure, c'est que en rouge, maintenant, on consomme plus blanc et rosé. Est aussi le vin moussard. Voilà. Et on voit aussi, quand on veut acheter une bouteille de vin, si vraiment l'entrée de gamme, ils ne vont pas choisir un produit français. Ce sera un produit soit italien, soit chilien. Mais si vraiment ils veulent une bouteille avec de prestige, de qualité et tout ça, ils vont choisir une bouteille de vin. Il y a un moment que le marché vietnamien retourne beaucoup vers le vin de nouveau chilien, parce que c'est en termes de prix, ils sont très concurrents. Mais maintenant, on voit le retour de la consommation de vin français. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, pour terminer, les opportunités au Vietnam, c'est un pays, disons, très potentiel. Nous avons subi 2 années très, on pourrait dire, difficiles aussi pour les importateurs de vin. Après le Covid, 2022, nous avons une hausse des importations du vin, et puis après, c'est chuté. Parce que, selon le monde, Sylvain va parler tout à l'heure aussi, c'est le Renew du Store 2020, et puis après, il y a 2 raisons. Il y a la raison sur la crise économique post-Covid, il y a aussi qu'il y a déjà un stock. Il y a 3e raison, en discutant avec les importateurs, qu'ils ont parlé aussi qu'après le Covid, il y a des changements de l'évolution en termes de tendance de consommation, le changement du profil de consommateur, et aussi, il y a les nouveaux concepts de distribution à changer aussi pour attirer plus des jeunes. Voilà, donc je pense que j'ai pris un peu plus de temps, et merci. Et puis, je passe la parole à Sylvain, et je reste à votre disposition pour les questions. Merci. Bonjour, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne très bien, merci Sylvain. Bon, très bien. Donc, j'ai pas vraiment de slides à vous passer, mais je vais un peu reprendre ce que Lan vient de dire en développant. La slide que vous avez sous les yeux résume uniquement mon parcours et notre société. Pour ajouter à ça, on emploie 300 personnes ici, et par rapport aux chiffres qui viennent d'être donnés, on se rend compte qu'on couvre à peu près 20% du marché en valeur et en volume probablement aussi. Donc, on peut parler de représentativité, et on peut parler à juste titre du secteur qu'on couvre depuis plus de 25 ans ici. Alors, moi, ce que je voudrais dire aux gens du Languedoc-Roussillon pour venir au Vietnam, c'est évidemment intéressant, il y a plus de 100 millions d'habitants, etc. Mais je pense qu'il faut quand même faire preuve d'une grande prudence, parce que les volumes sont toujours petits. Depuis 25 ans, on entend « Ah, ça frémit, ça se développe », et en fait, rien n'explose. Ça va toujours très, très lentement. Et on peut quand même considérer le Vietnam comme un pays avec des coûts d'approche assez élevés et des difficultés pas négligeable, on va dire. Bon, d'abord, le vin ne fait pas partie de la culture du tout. Le vin, ce n'est pas quelque chose qu'on boit tous les jours, même si l'alcool est de consommation tout à fait, courante et même joviale ici. Il n'y a pas d'interdit religieux ni social, l'alcool est bien vu, mais le vin, c'est avant d'être une boisson ou une nourriture, comme on peut le considérer quand on est occidental, c'est surtout un produit de luxe, même si le vin, même pour les bouteilles, il est moins cher en fait. C'est un produit importé qui a un marqueur social. Donc, ce n'est pas quelque chose vers lequel on va se tourner naturellement. Et puis, c'est quelque chose qui nécessite, on va dire, un contexte pour se l'offrir. Évidemment, j'exclus les gens qui représentent une marge très, très faible de la société, qui n'ont pas à la fois de problèmes financiers ni de problèmes culturels. Mais ça se compte, ce sont très, très peu de consommateurs vietnamiens. Lan a évoqué la bière qui représente 94% de la consommation d'alcool. C'est essentiellement pour une question de prix, puisque la bière, elle est brassée localement. Elle coûte peut-être, je ne sais pas moi, 10 centimes la canette si on se débrouille bien, et la moindre bouteille de vin coûte 10
10 euros au moins. Donc, c'est 100 fois plus pour boire un verre de vin. Enfin, pour boire du vin, on va dire. Donc, en effet, les exportations de la France ont toujours monté, sauf évidemment pendant le Covid. Et d'ailleurs, je tiens à apporter ce bémol que post-Covid, évidemment, suite à cette crise, nous, en tant qu'entreprise, on n'a toujours pas récupéré les chiffres de 2019. On est toujours à moins de 10%, et pour plusieurs raisons que je vais développer après. Alors, la France, évidemment, se développe. La France est première en valeur, et Bordeaux représente 75% de cette valeur. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce sont des chiffres qui sont quand même pas très gros. Si on prend par exemple le champagne, c'est 175 000 bouteilles selon le CIVC l'an dernier. 175 000 bouteilles, c'est même pas 15 containers. Donc, je pense que c'est ce qu'une chaîne de supermarchés, parmi tant d'autres, à Singapour, doit faire en une année, quoi. Donc là, on parle de 100 millions d'habitants. Bon, évidemment, les vins du Languedoc sont positionnés, pour certains, dans un prix plus abordable. Donc, on peut se dire que le marché est très prometteur pour eux. Cependant, j'apporte encore un gros bémol, puisque nous avons créé notre société en partenariat très proche avec une entreprise du Languedoc que beaucoup d'entre vous ici doivent connaître, qui sont les vignobles Barsalou. Au début, quand on a commencé avec leur partenariat, ils avaient toute la latitude d'une entreprise de taille raisonnable dans le Languedoc-Roussillon. Ils pouvaient offrir toute une gamme de vins, du plus cher au moins cher. Et on a bénéficié de facilités qui nous ont permis, depuis le début, de mettre l'accent sur les vins de la région. Et on a rencontré assez peu de succès, en fait. Que ce soit évidemment dans les vins d'appellation, dont évidemment je n'ai personne à convaincre que les appellations du Languedoc et du Roussillon, telles qu'elles ont évolué depuis 30 ans, sont des vins formidables, des vins qu'on va choisir en tant que consommateur européen. Et j'entendais Eamon sur le marché irlandais qui avait une approche tout à fait qualitative, mais qui ici sont non seulement pas très connus, mais n'intéressent encore personne. Et quand je dis encore, c'est que je disais déjà ça en l'an 2000, mais rien n'a changé 25 ans plus tard. Maintenant, dans l'entrée de gamme, on a aussi on a toujours gamme de 20 cépages ou 100 cépages pour sauver des coûts de la région, et on n'a jamais fait de miracle. Alors, le volume, là, en France, la France en volume est numéro 3. En effet, devant, il y a certainement le Chili, qui est en tête peut-être encore, mais c'est vraiment en déclin pour des raisons historiques. Ça fait 15 ans que les volumes chiliens ont dépassé tout le monde, mais récemment, l'Italie est montée énormément parce que l'Italie a comment dire, une capacité industrielle de produire des marques avec un certain marketing derrière et des coûts absolument, pour l'instant, en Europe, défiant toute concurrence. Je n'ai pas rencontré en Europe, en France, des gens qui pouvaient concurrencer ce qu'on peut trouver là-bas pour l'instant. Évidemment, dans notre assemblée aujourd'hui, il y a 84 personnes. Il y a certainement des gens qui doivent penser qu'ils ont ce qu'il faut. Eh bien, c'est possible. Mais pour l'instant, ici, rien n'a fait ses preuves et on a vu énormément de gammes de vins de pays importés au Vietnam, mais jamais d'essais vraiment transformés en volume, ni d'implantation de marques dans la durée. Alors, il faut différencier, comme disait Lan, entre plusieurs marchés, notamment nord et sud. C'est vrai qu'on a des habitudes de consommation différentes au nord et au sud, comme on en aurait à Paris et à Marseille, par exemple. Mais je pense qu'en matière de vin, il faut surtout différencier entre le marché du tourisme et le marché vietnamien. Alors, le marché du tourisme est totalement dépendant du nombre de touristes, évidemment, et donc du nombre d'hôtels et du nombre de projets qui ouvrent sans faire faillite ou sans être poussés au calendrier grec, mais aussi donc de l'attractivité du pays. Qu'est-ce qui fait que moi, ou vous, Français, en tant que touriste, vous allez être 300 000 à venir au Vietnam et consommer du vin plutôt que 50 000 ? Il y a beaucoup de choses. Le Vietnam, c'est vrai, est un pays attirant, mais
Les billets d'avion sont encore chers ou sont devenus très chers depuis le Covid. Les gens ne sont pas revenus. Le pays a mis longtemps à se rouvrir post-Covid et à donner de la possibilité de prendre un visa, très très longtemps après la Thaïlande. Et on a perdu là des points, ce qui a fait que des chaînes hôtelières ont patiné, des projets n'ont jamais vu le jour, que beaucoup de restaurants qui étaient mus par la mouvance touristique qui était tout à fait en vogue avant 2019 ont fermé et n'ont pas rouvert. Notamment, à l'époque, j'avais toute une série de restaurants, on va dire, de taille petite ou moyenne, tenus par des Français qui consommaient du Corbière. Depuis le Covid, je ne vends plus une bouteille de Corbière. Alors après, il y a aussi le marché local, mais le marché local, alors il est saisonnier, il est rythmé par le nouvel an lunaire dont on a parlé, dont l'Anne a parlé. Ça représente certainement 80% de la consommation. C'est un marché de cadeaux à 95%. Les 5 autres pourcents, c'est pour faire la fête, un petit peu comme on le fait, nous, au Nouvel An occidental. Mais donc, qui veut dire cadeau dit boîte souvent qu'on trouve un peu kitsch, emballage souvent bouteille lourde, enfin en tout cas la bouteille qui fait sérieux pour la personne qui ne connaît pas le vin, parce que le récipiendaire du cadeau, lui en général, il est aussi de culture plus vietnamienne que l'acheteur, et il a envie de recevoir un produit qui fait luxe. Donc, c'est là que les vins, on va dire, qui sont un petit peu maquillés, comme certains vins sud-américains, ou par exemple les vins qui sont de régions plus établies en termes de notoriété, comme le Bordeaux, se taillent la part du lion. Et là, c'est aussi très difficile pour les vins du sud, du Languedoc-Roussillon, de percer. Et je dirais même que si je propose à une banque qui veut 600 bouteilles pour ses cadeaux à ses clients, si je propose des vins du Languedoc-Roussillon, je vais perdre pas mal de crédibilité si mon concurrent arrive avec du Bordeaux ou du vin chilien. Parce que le vin du Languedoc-Roussillon, malgré sa grande qualité, n'est pas connu, n'est pas compris. Et ce n'est pas faute de faire des formations, puisque vous voyez sur la slide qui est devant vous, on est accrédité de la plus grande entreprise de formation mondiale, qui est anglaise malheureusement, mais en tout cas qui a le mérite de couvrir absolument toutes les facettes du vin. Et on fait des cours sur le Languedoc-Roussillon depuis toujours. Mais ça ne prend pas, je suis désolé. Donc je vous dis prudence et ne pas y aller tête baissée, d'autant que ici, quand vous allez vous adresser à un importateur, ce sera quelqu'un qui, alors sauf si vous arrivez à rentrer dans un portfolio de quelqu'un de très établi, mais il y en a quand même très peu, vous allez peut-être vous adresser à quelqu'un qui tente sa chance sur le marché du vin et qui est totalement vietnamien, avec qui vous aurez des difficultés inouïes de communication. Alors ça, c'est vraiment compliqué, mais là, je pense que les services de Business France peuvent vous aider grandement. Et ce sera aussi certainement et souvent une PME qui aura beaucoup de difficultés à accéder au crédit et qui aura aussi parfois peut-être des spécificités dans le paiement, comme dans tous les pays émergents où ce n'est pas toujours très clair, on va dire. Merci Enfin, bon. Sylvain pour ces Voilà. éléments. Je vois que l'heure tourne, j'ai le mauvais rôle Non, pas de problème. de modérateur. Peut-être rester en ligne, façon. parce qu'on a encore un pays qu'on voudrait faire intervenir, et on prendra les questions qui je vois apparaître sur le chat. Merci en tous les cas pour ce discours clair et de vérité, j'ai envie de dire. Moi, j'aurais une question pour vous, mais à la fin, c'est quels sont pour vous les effets de levier, justement, notamment pour les vins Languedoc-Roussillon, en termes d'action pour les promouvoir. Mais ça, on reparle à la fin. Peut-être, sans transition, parce que je vois que l'heure tourne, peut-on passer à Mashbrit, et on souhaitait effectivement faire un petit zoom aussi sur les pays nordico-scandinaves, qui sont une zone sur laquelle vous, exportateurs, vous faites appel à nous en termes de prospection, vous l'avez dans le radar. Donc, on voulait faire un petit point sur ça. Mashbrit, je te laisse la parole, sachant que je sais que tu as fait venir, là encore, un opérateur sur place. Victor, bonjour aussi. Je vous laisse la parole pour 10-15 minutes grand maximum, et on essaiera de tenir 12h30. Excusez-nous encore pour avoir débordé. Mashbrit, la parole est à toi. Merci beaucoup.
Merci. Je suis Maïbrite, je suis chargée d'affaires de Business France. Je suis basée à Copenhague, au Danemark, et je suis responsable du pôle agrotech pour le marché danois depuis une douzaine d'années. Avec moi ce matin, enfin ce midi plutôt, Victor Manchant qui est français et qui est installé à Copenhague depuis de nombreuses années. Victor est importateur de vin, il a une belle boutique ici dans le centre-ville de Copenhague et il est spécialisé tout particulièrement sur les vins français. Victor, merci à toi et est-ce que tu pourrais lancer ta caméra? Je ne te vois pas. Je vais lancer, je me vois. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend en tout cas. Voilà, tu es là. Magnifique, superbe. Oui. Bienvenue et merci pour ta patience. Merci, un Voilà. plaisir. Ouais. On peut passer au slide prochain, s'il vous plaît. Alors, le Danemark, qui fait partie de la zone nordique, est un pays plutôt petit. On est un peu moins de 6 millions d'habitants. La capitale est Copenhague et avec ses environs, elle compte pour plus d'1 million de presque 6 millions d'habitants. Une petite communauté française dont Victor fait partie d'ailleurs, de 8 000, essentiellement des personnes qui habitent sur Copenhague. Nous parlons le danois au Danemark, mais dans les affaires, c'est majoritairement l'anglais. On peut trouver comme des personnes comme Victor dans le vin, des personnes qui parlent français, mais il faut s'attendre sinon à des échanges dans la grande majorité du temps en anglais. La couronne, la monnaie, notre monnaie est la couronne danoise, donc notre monnaie locale. Elle est très stable et elle est ancrée dans l'euro. On est dans un pays avec des consommateurs qui sont dotés d'un pouvoir d'achat plutôt élevé. On dit que les Nordiques comptent dans les top 10 des plus grands pouvoirs d'achat dans le monde. Au Danemark, le PIB s'élève à plus de 63 000 € par habitant. Donc ça, c'est les chiffres de 2023. On peut passer le slide suivant, s'il vous plaît. La consommation de vin au Danemark, on en consomme plutôt beaucoup. C'est une consommation aussi qui est relativement stable. On voyait là tout à l'heure, il y a quelques temps, le slide de la consommation du vin mondial. Au Danemark, la consommation ces dernières années est plutôt stable. Elle est autour de 33 litres par habitant. Donc, on est un pays non producteur, donc c'est un chiffre qui est plutôt élevé. On boit beaucoup de bière aussi. On est dans un pays culturellement viking, brasseur, avec beaucoup des grandes brasseries comme Carlsberg, Tuborg, etc., que vous connaissez certainement, et avec beaucoup de microbrasseries locales également. Le marché danois en termes d'importation, tout pays, donc depuis tous les pays, desquels on importe du vin, on compte à peu près 176 millions de litres. On réexporte à peu près 20%. Donc, les Danois sont des réexportateurs de vin. On a des grands acteurs comme Amca, Taster Wine, Globus Wine, qui réexportent notamment sur les autres pays nordiques, entre autres de la bouteille, du bib, notamment aussi des produits qui sortent de chez les importateurs embouteilleurs comme Taster et Globus, qui embouteillent ici sur place et qui sont donc des importateurs en vrac notamment. Pour ce qui concerne le vin français et les importations depuis la France vers le Danemark, on est plutôt stable. En 2024, on a connu une toute légère augmentation. En volume de 0,07% et en valeur de 1,9%. Voilà, donc on est plutôt stable et si on voit ça sur une période de quelques années en termes de volume et en termes de valeur également. Le marché danois est dominé par les vins italiens en volume, mais la France se positionne en première position en termes de valeur. Le vin français est plutôt perçu comme étant un
un vin qualitatif. Je ne sais pas, Victor, si tu peux peut-être partager un peu ta perception sur l'image du vin français que peut avoir les Danois. Oui, oui, complètement. Donc, les chiffres le prouvent. En valeur, évidemment, il y a le champagne, il y a les grands vins qui sont imbattables, qui n'ont pas vraiment de concurrence. À côté de ça, effectivement, on voit les 10 dernières années entre le Chili, qui était, si je me souviens bien, en 2015, en volume, premier vin, premier pays d'origine. Donc, effectivement, les gens ont fait un peu le tour et ils reviennent vers les vins européens. Les Italiens, omniprésents à tous les niveaux, à toutes les gammes, effectivement. La France a légèrement reculé au niveau des entrées de gamme et moyennes de gamme. Et là, effectivement, ça vous intéresse directement parce que les vins de la région Occitanie sont plutôt placés, viennent concurrencer, viennent jouer à ce niveau-là, donc entrée et moyenne de gamme. Donc, effectivement, il est très, très important culturellement de se battre pour montrer la diversité et le progrès qui a été fait récemment dans cette région avec des vins beaucoup plus qualitatifs qu'avant, qui a 30 ans, 25 ans, pour pouvoir exister, pour pouvoir progresser. Et au niveau de la consommation, effectivement, la consommation est stable les dernières années, depuis la fin du Covid, mais après une progression spectaculaire de 10, 15 années depuis le début des années 2000, grâce à l'explosion de la gastronomie, de la qualité de la gastronomie, notamment à Copenhague, effectivement. Et là, le Danois est devenu, me semble-t-il, le premier consommateur au monde parmi les pays non producteurs, évidemment au détriment de la bière. Donc il y a la culture du vin qui a progressé, qui a évolué. Il y a un vrai amour. Avant, on consommait par statut, les connaisseurs qui achetaient des vins de renommée, et puis le reste de la population qui buvait un verre de vin parce que c'est ce qu'il fallait faire quand on mangeait. Maintenant, il y a un véritable amour, une véritable culture du vin qui est présente depuis une dizaine, quinzaine d'années. Merci, Victor. Et on peut passer au slide suivant. Oui, voilà, très bien. OK. Donc, on est sur le seul marché sur la zone nordique qui est sans monopole. Donc, l'accès est libre. La grande distribution est le premier canal de distribution pour le vin au Danemark, avec à peu près 75% de part des marchés. Donc, le reste est suivi, donc, évidemment, par la restauration et par les circuits spécialisés, les chaînes des cavistes et des boutiques comme celle de Victor. Pour la restauration et les circuits spécialisés, ils sont connus un essor, si on va sur une dizaine d'années, ils sont connus un bel essor sur le marché danois. Comme a dit Victor, justement, on a cette nouvelle gastronomie nordique et qui a fait évoluer un peu la façon dont voient les Danois à la fois la gastronomie et le vin. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment pour le vin français. Donc au Danemark, on est sur un marché qui est mature, mais qui est dynamique aussi. On a des consommateurs qui sont sensibles au prix, parce que la vie ici coûte cher. Donc même si on a un pouvoir d'achat, on est sensible on reste sensible au prix. En même temps, et c'est un peu le paradoxe du marché danois, le Danois est un consommateur curieux aussi depuis quelques années. Il découvre un peu donc, le plaisir du vin et le plaisir de la gastronomie. Et il va de plus en plus vers ces circuits un peu spécialisés et il s'intéresse un peu aux mévins, etc., ce qui était plutôt improbable, en tout cas dans le marché de volume, il y a 10-15 ans de ça. Je ne sais pas si, Victor, si tu veux développer un peu. Effectivement, je reviens sur l'évolution culturelle autour du vin, donc plus curieux, effectivement, moins conservateur. Moi, j'ai connu en arrivant des gens qui buvaient la même chose depuis des décennies parce que bon, ils ont trouvé le vin qui leur convient. On reste dessus. Là, on a beaucoup plus de curiosité. Ils sont plus à l'écoute, nous, sur le terrain, effectivement, les accompagner vers de nouvelles découvertes. Merci, Victor. Et on peut passer le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on a essayé de
peux citer sur ce slide quelques opportunités qui peuvent représenter le marché danois. Donc, déjà, si on prend quelques mots-clés, c'est la durabilité, évidemment, c'est aussi la thématique un peu des Tasting France qu'on organise ici au Danemark. Tout ce qui est certification, le vin bio, biodynamique, les vins nature, qui sont d'ailleurs aussi la spécialité de Victor, donc tu pourrais peut-être nous le développer après. La transmission d'une histoire de vignerons, le terroir, et évidemment le rapport qualité-prix. Pour citer quelques exemples d'opportunités plutôt concrets, tout d'abord, les collègues au Vietnam l'ont mentionné aussi, il me semble, le vin blanc, le vin blanc prend du terrain depuis quelques années sur le vin rouge. Le rosé également, avec cette évolution aussi, nous, les Danois n'étaient pas habitués à faire de l'apéro, mais on le fait de plus en plus, ce petit verre avant le repas, et c'est justement à cette occasion que souvent on va s'orienter sur un vin effervescent ou sur un rosé également. Donc plus concrètement, ces derniers temps, on a des demandes de la part des grands embouteilleurs sur le marché pour de l'importation, notamment du vin français en vrac, donc pour être embouteillé en bib, en bouteille ici, pour le marché danois, mais aussi pour leur exportation sur toute la zone nordique. Le vin en kegs aussi, pour les bars à vin, pour l'événementiel, on a des grands festivals de musique durant tout l'été. Tout ce qui est MDD, la possibilité d'avoir du vin en MDD, que ce soit en bib ou en bouteille également. Le vin en canette, il me semble, Victor, que tu en as eu ou que tu en as aussi. Oui, vous voyez à l'écran d'ailleurs, celui de gauche. Voilà, parfait. Oui. Ouais. Exact, oui. Donc, bon, c'est une niche, je pense, mais c'est quand même intéressant. J'ai pu avoir, en tout cas, ces 2 dernières années, quelques demandes d'importateurs danois qui m'approchent pour des mises en relation avec des producteurs en France qui peuvent proposer du vin en canette. No-low aussi, mais surtout le no, en fait, le sans alcool, parce que soit on boit ou on n'en boit pas. C'est un peu sur les 2 extrêmes, et le low, en tout cas, c'est d'une manière générale ce qui est un peu moins recherché. Voilà, je ne sais pas si Victor, si tu souhaites compléter. Oui. Alors pour les vins nature, oui, effectivement, c'est un terrain très très prolifique dans le sillage du développement de la nouvelle gastronomie. Effectivement, il y a des vins alternatifs qui ont été introduits et très bien accueillis par les consommateurs. Mis en valeur, expliqué. On a conquis un public plus jeune aussi qui était très sceptique ou pas du tout intéressé par le vin. Des vins plus légers, plus frivoles, plus fruités, donc vraiment alternatifs. Et puis le storytelling de la responsabilité au niveau de la consommation. Les Danois sont très très à l'écoute de ce genre de critères pour consommer, non seulement pour le vin, mais en général. Donc, effectivement, la conscience joue un rôle aussi dans les décisions d'achat. Et puis, le paradoxe, à côté, comme tu l'as dit, Maïbrit, la grosse part du gâteau est du côté des supermarchés, donc qui sont un peu moins à l'écoute de vins bio, mais plus au niveau des prix et des promos, etc. Donc, on regarde religieusement les promos du samedi, comme on le sait au Danemark, avant de faire ses courses. Donc, on va quand même vers le prix quand on fait nos courses dans le supermarché. Et puis, quand on est dans un restaurant, on est moins regardant du prix et plus à l'écoute des certifications et de l'histoire du vin qu'on consomme. Merci beaucoup, Victor. Peut-être pour clôturer, juste un petit mot de ma part sur la culture d'affaires. Les Danois, en termes de culture d'affaires aussi, d'une manière générale, mais aussi dans le vin, nous sommes assez proches en fait des Néerlandais. Donc ça veut dire que le Danois est très direct, il est pragmatique, il va très vite dans la négociation et donc parfois ça peut surprendre, mais ils vont, quand on fait un Tasting France par exemple, ils vont sur la dégustation souvent aborder la notion du prix assez rapidement. Peu importe les circuits, ça peut être, c'est évidemment dans la grande distribution, c'est un problématique qui est mis en question tout de suite. Donc il faut s'attendre à ce que une certaine
une négociation assez poussée quand on fait des affaires avec les Danois. Voilà. Et puis, pour finir, au plaisir de vous accueillir ici sur le marché danois. Je sais que nous allons en accueillir un groupe avec Stéphanie pour notre Tasting France au mois d'octobre. Donc, au plaisir de vous voir sur le marché danois et à disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup. Et merci à Victor. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour vos interventions. Voilà, nous avons effectivement dépassé l'heure de midi, mais comme je vous l'avais dit, le webinaire était assez dense d'informations, qu'ils soient chiffrés, quantitatifs ou qualitatifs. On a essayé de balayer au maximum ce que nous pouvions vous montrer aujourd'hui. Bien sûr, c'est absolument pas exhaustif, comme je vous l'ai dit. Si vous avez des questions, mais je vois que peu à peu les gens se déconnectent, donc vous pouvez encore les poser dans le chat. On pourra toujours y revenir et vous répondre individuellement. Donc on vous remercie vraiment d'avoir suivi cet atelier webinaire. Nous espérons qu'il aura répondu à vos attentes et vos principales interrogations. On vous met ici, et vous l'aurez dans la présentation, puisque je rappelle que le replay et la présentation vous sera adressée et sera disponible sur les sites notamment d'Adoc et de la Team France Export. Ici, vous avez de nombreux liens qui vous permettent d'avoir des informations à jour chaque fois, des contenus et les canaux d'information sur les marchés export, puisque comme vous le savez, une veille marché est toujours importante dans sa démarche export. Je remercie également tous les intervenants pour leur exposé. Je remercie l'équipe du Vietnam en direct avec le décalage horaire et alors qu'il y a aussi des testines qui ont lieu en ce moment. Je remercie l'équipe danoise et ce sera un plaisir d'accompagner la délégation régionale sur cette année sur le testing Danemark et la mission de prospection avec un temps fort Occitanie. Merci aux deux intervenants, Imone et Geoffrey, pour votre éclairage sur les salons et d'autres conseils, notamment sur le marché irlandais. La prochaine session des rendez-vous Viti Export aura lieu donc les 19 et 20 juin. Le thème du webinaire est dans les clous, mais pas encore à dévoiler. N'hésitez pas à nous donner aussi des idées si vous voulez que nous abordions des thèmes particuliers. Et puis, outre ces temps forts que sont ces rendez-vous Viti Export, toute la Team France Export se tient à votre entière disposition pour des entretiens tout au long de l'année. Nous sommes là pour vous. Les temps sont pas aisés, nous le savons. Et nous savons que c'est vous qui êtes le plus concerné par les difficultés. Et nous sommes là avec toute humilité que nous avons, les équipes de la Team France Export, pour vous accompagner au mieux. Avec foi sur ces marchés export. Voilà, je ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, une bonne fin de journée, et puis des rendez-vous fructueux pour tous ceux qui en ont demandé en amont avec les développeurs export pour cette session du mois d'avril. À très bientôt.